Merci à tous les deux d'avoir accepté l'invitation de la tribune pour parler de la tech, vecteur de mixité, de diversité et créatrice d'emplois locaux, avec Simplon et Deloitte. Alors, on va commencer avec vous, Jennifer. Je le rappelle, vous êtes chargée de mission chez Simplon et chef de projet chez Apple Fondation Programme en France. Donc en collaboration avec Apple, Simplon va lancer une formation sur les métiers du numérique dédiée exclusivement aux femmes. Comment va se passer le choix des candidates? Comment va se faire le sourcing? Très bonne question. On travaille avec Apple depuis maintenant 2019. Et c'est vrai que depuis 2019, le taux de femmes, il stagne beaucoup. On reste aux 35% de femmes dans nos formations. Approche un tout petit peu le micro. Ouais, comme ça. Donc on reste à 35% de femmes dans nos formations d'Apple Foundation Programme. Et c'est vrai qu'on s'est posé beaucoup de questions de savoir comment est-ce qu'on peut avoir plus de femmes. Et en fait, on s'est dit, pour avoir de la mixité, on va faire de la non-mixité. Et donc, on va faire des promos 100% féminines. Et donc là, en juin, on va lancer la première formation avec Apple 100% féminine. Donc, l'objectif, ça va être d'avoir 25 candidates qui viennent de tout milieu, d'avoir des profils assez hétérogènes, des personnes qui n'ont jamais codé avant et des personnes qui ont déjà codé, et d'avoir autant de diversité possible. Donc, voilà. C'est quoi le cheminement, en fait, après l'étape de juin? Est-ce qu'il y a d'autres formation, est-ce que c'est une formation en plusieurs étapes? C'est ça. L'Apple Foundation Programme, c'est une formation de développement mobile, donc avec les technologies Apple. Et ce qui est assez intéressant, c'est que pour fêter les 10 ans de Simplon cette année, à Toulouse, on a lancé un parcours 100% femmes. Donc en fait, les femmes vont commencer avec l'Apple Foundation Programme, donc en juin. Ensuite, en août, elles vont enchaîner avec une formation de développement web, donc encore une fois 100% féminine. Et ensuite, en octobre, il y aura une formation en alternance de conceptrices, développeuses d'applications qui se fera en alternance et qui leur permettront d'avoir un diplôme à la fin. Vous parlez de 35% de femmes dans la tech. Est-ce qu'il y a d'autres chiffres qui témoignent du peu de mixité, on va dire, dans la tech? Ou du moins, quelle est la dynamique? Est-ce qu'on est à la hausse, à la baisse? Est-ce que ça stagne? Ouais, aujourd'hui, le constat, il n'est pas terrible. On a aux alentours de 30% de femmes dans le numérique. Malheureusement, quand on creuse, en fait, on se rend compte que parmi ces 35% de femmes, il y en a 45% d'entre elles qui sont sur des métiers assez transversales, donc de chefferie de projet. Mais celles qui sont sur des métiers assez techniques, donc de techniciennes, de développeuses, c'est plutôt entre 8 et 10%. Donc c'est pas terrible. Ensuite à ça, on rajoute le fait que la moitié des femmes, avant 35 ans, elles quittent la tech parce qu'en fait, il y a deux constats. C'est le fait que ce soit un peu un truc de boys club, donc c'est très représenté par les hommes et on se sent pas forcément hyper à l'aise dans des équipes 100%. Ça n'a pas toujours été le cas pourtant. Ça n'a pas toujours été le cas. C'est vrai que dans les années 50, 60, 70, c'était majoritairement des femmes qui étaient techniciennes et c'est vrai qu'avec le développement des ordinateurs portables, en fait, c'est les hommes qui ont pris la place des femmes. Ça commence à changer. Après, malheureusement, c'est dur de faire changer des mentalités. Mais on travaille sur ça. Et après, ce qui est assez difficile, c'est qu'il y a très peu de femmes aussi qui ont des métiers de manageuses, de directrices. Je crois qu'elles sont aux alentours de 16% dans la tech à avoir des métiers de direction. Donc c'est vrai qu'en plus, pour celles qui sont dans la tech, c'est difficile pour elles de monter les échelons en fait, par rapport à leurs collègues hommes. Et au-delà de cette formation exclusive, quelles actions met en place Simplon au quotidien justement pour favoriser cette mixité? Est-ce qu'il y a des ateliers peut-être de sensibilisation auprès des dirigeants, des RH? Ouais, on a pas mal de choses. Donc, on a les formations 100% féminines, donc avec l'Apple Foundation Programme. On a les aqueuses qu'on appelle, qui sont des formations 100% féminines de développement web. Suite à ça, on a aussi des collectifs. Donc, on fait partie du collectif Intrépide, qui permet de sensibiliser des jeunes filles en Île-de-France, en Occitanie, au métier du numérique, puisqu'il faut les sensibiliser assez tôt pour qu'elles puissent se lancer après. On travaille aussi avec Women in Girls in Tech, qui est initiée par la BNP Paribas, et qui organise des ateliers, des événements aussi pour les jeunes filles et les femmes, pour encore sensibiliser à la tech, pour sensibiliser les entreprises. Et ensuite, à l'échelle de Simplon, nous, on a des ateliers qui s'appellent Dégenrons la tech. Et c'est des ateliers qui sont faits par les salariés de Simplon, pour les salariés de Simplon, et aussi pour les entreprises qui sont intéressées pour sensibiliser leurs équipes à ce problème. Et au-delà de la question de la mixité, justement sur la diversité et en particulier la question de l'insertion des personnes en situation de handicap, est-ce que vous avez aussi des actions sur ce sujet plus particulièrement? Bien sûr, c'est vrai qu'il y a les femmes, mais il y a aussi les personnes en situation de handicap qui sont aussi sous-représentées dans le numérique.
Aujourd'hui, on le disait, de la tech, mais aussi dans plein de domaines, il y a une pénurie de talents et malheureusement, ces personnes-là, elles peuvent combler ce manque et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'à l'échelle de... Votre micro. Pardon. Oups. À l'échelle de Simplon, je crois qu'on a aux alentours de 12% de nos apprenants qui sont en situation de handicap. Et on fait partie d'un programme aussi qui s'appelle PIC Talent Digital, qui permet justement à ces personnes, aux personnes en situation de handicap, de trouver des formations qui sont adaptées à leurs besoins et ensuite d'intégrer des entreprises adaptées aussi. Donc là, on recrute actuellement des apprenants en situation de handicap et on cherche aussi des entreprises qui sont intéressées pour les recruter sur la région toulousaine. Et selon vous, la question de la mixité, mais aussi de l'insertion des personnes en situation de handicap, est-ce que c'est un problème avant tout culturel ou il y a aussi une autocensure de la part de ces candidates et candidats ou est-ce que tout le monde a un petit peu sa part de responsabilité? Elle est où la vérité? C'est un peu des deux, c'est assez culturel. C'est vrai que par exemple, si on voyage un peu et qu'on va au Maghreb, pour le coup, il y a beaucoup de femmes qui sont dans la tech et là-bas, c'est pas du tout une question des mecs qui vont dans la tech, c'est complètement dégenré là-bas. Pareil en Indonésie ou en Malaisie ou en Asie en général, c'est vraiment un truc très occidental d'avoir les hommes, c'est pour la tech et les femmes, c'est le marketing ou la communication. Après, le fait est aussi que les femmes aujourd'hui, elles s'autocensurent aussi. Elles se disent, je pense que vu qu'il y a une majorité d'hommes dans la tech, c'est un métier qui est très masculin et après ça commence aussi très jeune où nos parents ils nous disent les mecs ils sont forts en maths et les femmes elles sont fortes en français ou elles sont faites pour des métiers assez créatifs, donc ça commence assez jeune aussi dans cette mentalité là et du coup on se pose même pas la question quand on arrive au lycée ou pendant nos études de faire des études d'ingénieur parce que en fait on nous a jamais donné la possibilité de le faire, donc je pense que c'est pas mal de choses en même temps. Je pense que c'est des mentalités qui commencent très jeunes et je pense qu'il y a aussi une responsabilité aussi des parents vis-à-vis de leurs enfants, de sensibiliser leurs enfants à se dire t'es une femme, tu peux faire ce que tu veux, tu peux être forte en maths, tu peux être forte à des chiffres et t'es pas juste forte dans les métiers créatifs. Merci beaucoup Jennifer. On va continuer avec vous, Laurent Saint-Cric, ce petit regard croisé sur la tech. Alors, je le rappelle, vous êtes associé technologie et transformation de Deloitte Conseil. Je vous laisserai présenter dans quelques instants Deloitte, bien sûr. Bon, d'ailleurs, pour vous aussi, la tech est aussi facteur de diversité. Vous avez récemment débuté un partenariat avec Spécialistaire, dont on a un programme de mentorat pour les personnes en situation atteinte d'un certain autisme. On n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de comment la tech est créateur d'emplois dans les territoires. Justement, on en parlait tout à l'heure, on parlait de quête de sens, de besoin d'engagement. Alors, comment Deloitte arrive à concilier justement cette quête de sens et vos besoins en recrutement dans les différents bureaux que vous avez en région? Alors, autorisez-moi à remercier en introduction la tribune pour cette invitation. Deloitte est ravi effectivement de contribuer à ce panel. En quelques mots, Deloitte est un cabinet historiquement d'audit et de commissariat aux comptes et qui est depuis quelques années maintenant également un cabinet de conseil sur les risques, conseil sur le financement des entreprises et conseil plus opérationnel sur tout type de métier. Et très récemment, en tout cas très récemment à l'échelle de la durée de vie du cabinet, conseil sur la transformation technologique. Donc remerciement appuyé de nous avoir conviés sur ce forum. Par rapport à votre question, effectivement, il y a un grand sujet autour de la quête de sens dans cette période post-pandémie, donc un rapport au travail qui a changé, un rapport aussi au lieu du travail qui a changé. Il y a quelques années, on choisissait son lieu de vie très majoritairement en fonction de son lieu de travail. Donc ça, c'est des choses qui ont vraiment changé. Par rapport à ça, on a pu constater un afflux, donc un certain nombre de ressources qui ont changé de lieu de vie sans forcément changer leurs compétences ou sans se reconvertir, ce qui a généré un afflux de compétences en région. Alors, ça ne règle pas tous les problèmes de recrutement qui ont été évoqués avant, mais en tout cas, ça nous a dit, nous, côté Deloitte, qui est historiquement implanté sur tout le territoire, on a 18 bureaux sur notre métier historique de l'audit, ça nous a incité à développer nos autres métiers, donc en particulier le conseil que je représente aujourd'hui, grâce à cet afflux de compétences. Donc pour rappel, quelques chiffres, Deloitte recrute entre 2000 et 2500 personnes par an en France, et donc maintenant on recrute beaucoup plus en région que ce qu'on faisait avant. On avait à peu près 75 consultants en région il y a 2 ans. Et on en a aujourd'hui plus de 150. Donc on a doublé nos effectifs de consultants en région sur les 2 dernières années. Donc c'est vraiment significatif, on va continuer à le faire.
Par rapport à votre question sur les éventuelles difficultés de recrutement qui ont été évoquées dans ce forum, nous avons des actions campus. Alors, même si ça ne va pas forcément plaire à Monsieur Coulati, on a ségrégué un tout petit peu les activités de recrutement sur jeunes diplômés et sur expérimentés. Donc sur la partie jeunes diplômés, on a beaucoup d'actions campus. On a plus de 200 actions par an sur les différents campus, les différentes écoles sur lesquelles on souhaite recruter. Donc des forums de recrutement, des projets tutorés, etc., etc. Donc c'est plus de 200 actions campus qu'on mène par an, donc sur tout le territoire, y compris à Toulouse et y compris sur toutes les régions. Et pour ce qui est des profils plus expérimentés, on a développé de la chasse de tête un peu plus localisée. Ce que vous me disiez aussi, c'est que quand on préparait cet entretien, vous êtes dans une logique d'ouverture justement à l'égard des établissements d'enseignement supérieur. Il y a une logique de chasser plus large, j'ai envie de dire, c'est ça, plutôt que de se concentrer sur certains établissements qui cochent toutes les cases en termes de compétences, mais peut-être pourquoi pas avoir moins de compétences à l'entrée, doter les nouveaux collaborateurs des compétences qui manquent. Effectivement, historiquement, l'audit et le conseil se focalisent sur les quelques dites grandes écoles. On sait désormais que l'innovation vient aussi d'une mixité d'une certaine mixité de profils. Donc on a nettement élargi les écoles sur lesquelles nous menons ces actions. Écoles d'ingénieurs, écoles de commerce, mais aussi universités. Donc on a très nettement ouvert nos actions. On est plus focalisé sur les quelques dites grandes écoles. On est beaucoup plus ouvert par rapport à ça. Vous parliez de lieu de vie, lieu de travail. Voilà, la frontière est parfois mince maintenant. Justement, vous, quelle est votre politique en interne sur le télétravail, l'espace de corpo-working? Est-ce qu'il y a une logique, comme on est sur un métier quand même qui est facilement délocalisable, j'ai envie de dire, en tout cas, est-ce qu'il y a une logique de laisser une grande liberté à vos collaborateurs, en tout cas plus qu'auparavant, justement aussi dans cette logique de marque employeur? Alors, je pense que donc nous sommes consultants, on est toujours en projet auprès de nos clients. Ce qui a changé, c'est effectivement nos clients eux-mêmes ont adopté des politiques de télétravail, et donc là où on était, il y a encore avant la pandémie, je dirais, on était entre 4 et 5 jours par semaine sur le site du client pour accompagner notre client. Eux-mêmes ne sont plus sur leurs clients, donc forcément par voie de conséquence on y va beaucoup moins. Donc nous aussi effectivement nous avons beaucoup augmenté le télétravail, et je dirais c'est plutôt à la discrétion. Alors on a une grande population de cadres, donc c'est pas forcément réplicable partout, mais donc on s'adapte à la politique de nos clients, et effectivement on est beaucoup plus en télétravail. Mais je dirais c'est à la discrétion des projets, c'est à la discrétion du contexte du client pour lequel on implémente un projet. Et vous êtes quand même dans une filière où il y a une forte concurrence, il y a beaucoup d'acteurs. Du coup, comment vous faites pour déjà fidéliser vos équipes, éviter de perdre vos talents avant? Parce qu'il y a le challenge d'attirer, mais il y a aussi le challenge de retenir, comme on évoquait avec Bernard Coulati tout à l'heure. Effectivement, écoutez attentivement l'intervention tout à l'heure. Alors, on ne va pas parler de rétention, on va parler d'engagement. J'ai bien retenu. J'espère que j'ai bien retenu. Donc, effectivement, je vais quand même utiliser le terme rétention. Sur ces sujets de rétention, on a lancé une initiative, je pense assez novatrice, qu'on a appelée PEPS, dont l'acronyme PEP signifie People Experience Programme. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mobilisé nos équipes en interne, et on a alloué du temps sur ces sujets. Donc pour des consultants, c'est du chiffre d'affaires en moins, puisque c'est des consultants qui sont dédiés à ce projet dit PEPS, People Experience Programme, et qui ont défini ensemble une liste d'actions, une liste de thèmes, une liste de sujets pour augmenter effectivement l'engagement, et in fine pour augmenter la rétention. Donc ça c'est vraiment une approche très novatrice qu'on a eue. Donc on a mobilisé des équipes sur ce programme PEPS. Au-delà de ça, on s'attache à avoir un management de proximité. Moi, je me souviens quand je lisais des bouquins de management quand j'étais plus jeune, que 70% de la motivation d'une personne est liée à son chef direct, donc à son supérieur hiérarchique. Donc le management de proximité, c'est pas juste un vœu pieux, c'est quelque chose de concret chez nous, avec un ratio de management qui est entre 1 pour 3 et 1 pour 5, c'est-à-dire qu'un manager ne s'occupe que de 3 à 5 ressources, ce qui forcément facilite les échanges, facilite les feedbacks, etc. Donc ça, c'est vraiment un sujet important. Donc j'ai parlé de notre initiative PEPS, du management de proximité. Et peut-être le troisième sujet, c'est effectivement nos programmes de formation, de certification qui garantissent une certaine employabilité durable, pas que chez nous, mais sur le marché. Ce qu'on disait dans certaines interventions auparavant, l'idée c'est d'avoir plusieurs vies au sein de la même entreprise, c'est ça? Alors, par rapport à ça, c'est tout à fait vrai.
Mais là, je vais reprendre quelque chose qui a été dit tout à l'heure aussi sur les carrières un peu personnalisées. Donc, il n'y a pas de carrière unique chez nous. Encore une fois, on a une population de cadres, donc c'est un peu plus facile à opérationnaliser, mais effectivement, on a aujourd'hui des carrières très personnalisées, avec des rythmes de carrière qui sont personnalisés, avec des projets, des missions qui sont plus ou moins longues en fonction des souhaits des collaborateurs. Donc on s'attache par ce management de proximité à avoir des carrières, à être à l'écoute de nos collaborateurs et donc à avoir des carrières qui sont vraiment adaptées et qui sont personnalisées. C'est un vœu pieux, mais c'est quand même une réalité de ce qu'on arrive à faire avec nos collaborateurs. Pour rebondir sur ce qui a été dit par Deloitte, Jennifer, est-ce que l'idée de la formation qui se lance à Toulouse, c'est vrai qu'elle aurait pu se lancer à Paris, enfin, souvent les initiatives dans la tech sont à Paris plutôt qu'à Toulouse, est-ce qu'il y a une logique d'avoir des formations décentralisées comme ça, à Toulouse, Lyon, Lille, enfin voilà, est-ce que c'est une logique d'avoir un programme de formation tournant ? Oui, en fait, on a choisi de faire ça dans les régions parce que c'est vrai qu'en Ile-de-France, on n'a pas de problème de trouver des candidats et ce qui est beaucoup plus difficile de faire ça dans les régions. Donc après, les initiatives comme ça, l'idée, c'est de les faire tourner dans chaque ville. Donc on a fait la promo 100% femmes à Lyon en décembre dernier. Donc elle sera à Toulouse là en juin. Et la prochaine sera à Lille en octobre. Donc en fait, l'idée, c'est de mettre en lumière nos actions dans les régions et de les faire briller. Parce que c'est vrai qu'à Paris, vu que notre siège social aussi est à Bray, on n'a pas de problème pour trouver des candidats, ce qui est plus difficile dans les autres régions. On traverse la rue, on a un travail, comme disait quelqu'un. Ouais. Voilà. Je dirais certains. Voilà, mais on donnera pas le nom. Bon, en tout cas, merci à tous les deux. On peut les applaudir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.